sur 7 de ce dimanche 10 juin 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au menu, l'appel du MMLK pour le boycott des produits Canal+, l'interpellation du président français Emmanuel Macron au Canada par la diaspora togolaise sur la crise qui secoue actuellement notre pays, les manifestations de rue de la C14 étouffées, le renonciation du président burundais pour un nouveau mandat en 2020, puis l'acquittement de Jean-Pierre Bemba par la justice internationale. Le décor ainsi planté avec notre invité déjà en studio, il s'agit bien entendu du pasteur Edo Komi. Pasteur, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Daniel, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Je crois que c'est un plaisir d'être aujourd'hui à l'actu 7 sur 7. Merci pour votre disponibilité. C'est un plaisir, ce n'est pas facile, mais le devoir nous incombe et on est obligé d'y répondre. Une question pertinente, ou bien, bon, pasteur Edo Komi, ça fait deux noms d'authenticité. Vous n'avez pas un nom importé, un nom chrétien? Non, pas un nom chrétien en tant que tel. C'est vrai que je suis né un 20 août. Et quand vous regardez sur le calendrier, mon nom c'est Bernard. Donc tous ceux qui me suivent de l'autre côté de mon village me connaissent pas ce petit nom. Bernard. Mais actuellement, on vous appelle communément Edo Komi. Alors, mais Bernard ne s'y figure pas. Depuis plus de 20 ans, seuls ceux qui sont de mon parage m'appellent pas Bernard, sinon c'est Edo Komi. J'aime ça parce que c'est authentique. J'aime ça, Bernard, peu importe. Et pourquoi vous avez laissé tomber Bernard? Oh, je me rappelle aussi qu'à l'école primaire, où on étudiait Bernard Dadier, donc mes camarades m'appelaient Bernard Dadier, Bernard Dadier. Et finalement, quand on m'appelle, c'est comme si on m'insultait. Donc, moi, on perdait votre originalité, on vous identifiait à une personne. Bien sûr, et finalement, bon, je l'ai mis de côté comme ça. Mais tout porte à croire que, bon, partout maintenant je suis appelé Edo Komi. Bon, c'est l'authenticité africaine, il n'y a pas de problème. Et par rapport avec votre profession, est-ce que ça ne gêne pas vos fidèles? Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de nous christianiser en appelant le nom chrétien. Non, pas du tout, pas du tout. Mais les membres de notre église me connaissent sous le nom de Edo Komi et pasteur Edo, pasteur de c'est tout. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas mon nom, Bernard. Peu de personnes, je crois, peut-être ma femme et mes enfants ne connaissent pas Bernard à l'église. Donc, tout le monde, c'est Edo Komi. Donc, c'est bon, c'est bon. Donc, vous avez respecté ce projet ou bien ce programme d'authenticité instauré par le général Fayadema? Oh non, bon, lui-même, il s'appelait Étienne, finalement, pour l'authenticité. Bon, il a ôté Étienne et finalement, Gnassingbé Fayadema. Bon, je crois quand même que nous devons valoriser la culture africaine pour ne pas nous importer avec des noms bizarres dont on ne connaît même pas le sens, dont on a de la peine à connaître le sens. Donc quand on m'appelle Komi, on dit Komi, les gens savent que je suis né un samedi. Là voilà l'authenticité, la pureté africaine et je crois que nous devons plutôt encourager les uns et les autres à se fonder sur cela. Vous êtes le premier responsable du MMLK, Mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Vous pouvez nous rappeler un peu l'objectif et la mission? Donc, le Mouvement Martin Luther King est une organisation de défense, de protection et des droits de l'homme. Nous sommes nés au Togo en 2005, donc on a presque bientôt 13 ans d'existence. Nous défendons les droits de l'homme. Nous sommes fondés sur la philosophie de Martin Luther King qui est la non-violence et la paix et le respect de l'autre. Donc voilà ce que on peut savoir sur Martin. Je crois quand même que tout le monde, juste un rappel, tout le monde nous connaît déjà, on sait ce que nous faisons pour ce pays. Donc vous êtes membre de la société, Nous sommes membres de la société civile, nous sommes sur la loi de 1901 concernant les associations de la société civile. En tant que membre de la société civile, vous avez fait sortir un courrier en date du 1er juin, je cite, vous invitez Canal+ à descendre en enfer et à laisser les Togolais libres. C'est un peu fort, pasteur. Canal+ à descendre en enfer. Oui, parce que vous savez, les multinationales occidentales, moi je suis le premier à m'opposer à ces multinationales compte tenu du rôle obscur, et opaque qu'elles jouent en Afrique, en Afrique en général, au Togo en particulier. Donc Canal+
on l'a toujours guetté, on l'a toujours suivi de près. D'ailleurs, moi personnellement, ça fait longtemps que j'ai fini avec les produits de Canal Plus, je ne regarde même pas, et je ne suis plus abonné. Je me suis désabonné depuis longtemps compte tenu de tout ce que la malice de cette société-là. Donc depuis là, moi je ne suis plus abonné. Mais comme les Togolais sont abonnés, nous sommes rendus compte que depuis un certain moment, il a été question de remplacer le nouveau décodeur par l'ancien décodeur par un nouveau, ce qui a polémiqué, vous savez, parce qu'il faut donner 25 francs pour pouvoir avoir un nouveau décodeur, ce qui veut dire 25 000, ce qui veut dire que l'ancien est sur le point d'être périmé, d'être abandonné. Mais tout compte fait, nous avons constaté que, curieusement, nous avons constaté que sur le marché d'aujourd'hui, les anciens décodeurs sont encore mis sur le marché au prix de 5 000 francs et nous nous sommes indignés parce que ce qui est presque périmé, hein, dont on nous rappelle, on nous dit de remplacer, on le voit encore sur le marché à 5 millions. Donc on prend les Togolais comme des tarés, comme c'est des gens qu'il faut, hein, c'est des sous-hommes qu'il faut les exploiter. Donc nous disons à Canal Plus que cette manière de faire là, ça nous déshumanise. C'est pour dire que nous, au fait, on n'a pas de l'intelligence et que on peut nous faire boire de toutes les eaux. Ce n'est pas normal. Donc nous disons à nos compatriotes d'en finir avec Canal Plus et de commencer par utiliser les options satellitaires qui sont d'origine africaine, Afrique du Sud, Nigeria, Ghana et autres, sur lesquelles on peut voir beaucoup de chaînes. Donc, ce que nous constatons au niveau de Canal+, et non seulement au Togo, nous avons eu de contact avec nos compatriotes, enfin, d'Afrique, hein, des autres pays, on constate que Canal+ est sur la même longueur d'onde et nous disons que des actions de la société civile africaine sont même en vue pour protester contre Canal+, et pourquoi pas la pousser par la petite porte. Est-ce que les Togolais sont capables aujourd'hui de laisser tomber Canal+? D'abord, quand nous voyons déjà dans quelques semaines, dans quelques jours, la Coupe du Monde va commencer et nos belles dames sont habituées à, comment l'appelle-t-on, cette chaîne qui donne les feuilletons, le nom m'échappe un peu, je vais me rappeler forcément. Novella TV. Novella TV, mais écoutez, aujourd'hui, vous savez, le monde est devenu un village planétaire. Hein, tout ce qui est sur Canal+, on peut le retrouver sur d'autres options satellitaires. Bon, donc, des fois même, vous vous abonnez à Canal+, il y a des trucs, vous voyez que ça clique et que vous ne pouvez plus avoir accès. Donc, des signaux qui disparaissent sur Canal+. Donc, moi, je vous avoue que on peut avoir autrement que Canal+. Donc, même que ce soit la Coupe du Monde n'est pas transmise seulement par Canal+, hein, on peut le suivre encore sur d'autres options satellitaires. Donc, tout compte fait, la société Vivendi et consorts en Afrique, je crois, n'ont plus de beaux jours, hein, parce qu'avec ce qui se passe avec Bolloré, donc on a tendance à croire que ce serait la fin d'un règne. Pour nous, c'est la fin d'un règne en Afrique. Ah bon. Vous proposez qu'on opte pour les canaux satellitaires africains, alors qu'un adage dit qu'un prophète n'est jamais bien accueilli chez lui. Non, mais c'est vrai, oui, même Jésus-Christ n'a pas été bien accueilli chez les siens, hein, en Israël. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'aujourd'hui, les prouesses technologiques des pays africains sont les moindres. Non, pas du tout. Hein, pas du tout. Donc, moi, c'est une invitation à consommer les produits africains pour nous qui sont authentiques et qui ne divorcent pas avec les cultures africaines, hein, avec des films africains qui relatent nos réalités par rapport aux films occidentaux. On voit des choses ignobles, hein, des choses homosexualité, des choses apparemment, quand vous suivez les vêtements, les habits, et tout ça là, ça ne révèle pas l'authenticité africaine. Donc pour moi, je suis africain et je le demeure et j'aime cette authenticité. Une contre-campagne pour le groupe Vivendi. Avez-vous les reins solides? Oh, quel reins solide! Moi, je suis un être humain. Quand vous prenez un occidental, un blanc, s'il s'agit de compter la population mondiale, un blanc ne fait pas deux personnes. Un blanc fait une unité, tout comme un noir. Donc, nous sommes au même titre que... Nous avons les mêmes droits que les blancs, que les occidentaux. Donc, peut-être quelqu'un pourrait penser
à un choc David, un combat David contre Goliath. Oui, bien sûr. J'aime être ce David-là parce que je suis pasteur, je suis croyant, j'ai foi en Dieu. Et Goliath ne pourra que passer par terre. Êtes-vous sûr? Je vais renverser Goliath. Espérons. Très bien. Nous allons quitter ce sujet pour entamer la politique dans notre pays. D'abord, nous allons visualiser un élément et on revient pour le commentaire. L'élément n'est pas encore prêt. Il s'agit de la visite du président Macron au Canada. J'espère que la technique va nous permettre d'avoir l'élément. Toujours, ok. J'espère que l'élément est prêt. Oui. Voilà. Pourquoi est-ce que la France continue à cautionner, à armer un régime liberticide? Monsieur Couillard, veuillez encourager Monsieur Macron à demander à Juan Assingo de quitter le pouvoir au Congo parce qu'il n'est pas élu. Il n'est pas élu. Il peut aider à l'alternance contrôlée. Demandez s'il vous plaît la libération des militants des droits de l'homme, des militants de la démocratie, des femmes de corruption, de faire l'État. On va passer ici. On va pas ici là. Bonjour Monsieur le Président. Comment ça va? C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Je suis venu avec mon compatriote pour vous demander de soutenir le peuple togolais dans ses revendications légitimes, de retour à la Constitution de 92, la Constitution du peuple, de respect des libertés et droits des populations et d'alternance à la tête de l'État. C'est un régime liberticide qui est là depuis 52 ans. Le père parle de 38 ans de partage et sans partage, de pouvoir sans partage. Et le fils est venu depuis 15 ans. Et puis, il ne se passe rien. Oui. Ne criez pas, je suis juste en face de vous. J'apprécie beaucoup. Comme je suis courtois, je viens vous voir, mais à l'égard de nos amis québécois, on va aussi reprendre le cheminement sur ce sujet comme sur tous les autres. Moi, vous savez les principes que nous défendons. Et donc, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises. Il y a une démarche lancée par l'Union africaine et les représentants de l'Union africaine pour justement qu'il y ait des élections libres et que la Constitution soit respectée, que même la Constitution inscrive ce qui est d'ailleurs ce qui a été énoncé par l'Union africaine, c'est-à-dire une limitation du nombre de mandats dans le temps, et que le peuple puisse s'exprimer et procéder à une transition démocratique. Le peuple togolais s'est déjà exprimé déjà en 92 et a voté une constitution à 98% de la population. Et, donc, et cette constitution a été balayée du revers de la main par un régime qui veut se faire la place pour une monarchie. Ce qui est demandé par l'Union africaine, c'est qu'il puisse y avoir l'alternance. Je soutiens totalement ça. Alors, je ne tomberai pas dans des pratiques d'un autre âge où c'est la France qui va expliquer à un pays ce qu'il doit faire. Et donc, je suis totalement en soutien de la démarche de l'Union africaine, comme je le suis d'ailleurs sur d'autres sujets. Nous avons parlé du Congo avec le président Lourenço il y a quelques jours où il a une médiation également. Et donc sur le sujet du Togo, je souhaite qu'il puisse y avoir le respect plein et entier des principes qui ont été définis et des élections libres. Vous êtes certainement au courant qu'il y a un dialogue qui est en cours actuellement et qui est bloqué par le fait que le régime refuse d'accéder aux revendications des populations qui ne sont pas compliquées en fait. Juan Assingo, après 15 ans au pouvoir, sans avoir rien fait pour le bien des populations, est rejeté par les populations et il ne veut pas partir et il est en train de faire des plans pour rester et on utilise l'armée pour massacrer les populations. Dites-lui quelque chose, Monsieur Couillard, s'il vous plaît, encouragez Monsieur Macron à faire une sortie pour demander à Juan Assingo de quitter le pouvoir. Très fort, nous savons qu'un mot de votre part suffit pour faire partie de ces gens. Là où vous nous le savons. C'est que nous le savons. La France agit, mais j'agis de manière cohérente depuis le début.
c'est-à-dire aussi en respectant la souveraineté de chacun et aux côtés de l'Union africaine. Et je ne répliquerai pas les erreurs du passé. L'Union africaine et la CEDEAO, c'est un syndicat de chefs d'État qui veulent assurer le maintien au pouvoir de leurs amis. Mais dites-leur qu'ils n'ont plus le droit de faire ça pour qu'ils comprennent. L'Union africaine, vous savez bien, n'a pas pris cette position-là sur le Togo. Et la position que vous définissez, c'est la position de la France. Mais je le fais aussi de manière respectueuse des dirigeants et de la souveraineté. Vous êtes un opposant, je vous respecte en tant qu'opposant. Nous comptons sur vous pour qu'il parte à la fin, au plus tard à la fin de son mandat, sinon immédiatement qu'il parte. Vous n'êtes pas la voix de tous les Togolais. Non, pas du tout. Mais nous sommes la voix de la majorité du peuple togolais. Monsieur, il faut qu'il y ait des élections libres qui s'organisent pour qu'elles puissent s'exprimer. Et ça, c'est le peuple qui le dira. Ni vous ni moi. Oui, mais il ne peut pas participer à une énième élection au Togo, tout simplement là-dessus. Voilà. Mais je vous explique juste en méthode que le temps où la France va expliquer à un chef d'État africain il faut partir et il faut faire ceci ou cela dans son pays est révolu. Est-ce que vous allez encore le recevoir, lui et son gouvernement? Est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que je l'ai reçu en voyage bilatéral ou est-ce que je me suis rendu? Alors, ok, merci monsieur. Il ne faut pas recevoir les... D'abord, la démarche, comment... Non, vous savez, là, on voit la différence entre un pays démocratique et un pays qui ne l'est pas. Parce que, vous voyez, le chef d'État qui a accepté de se soumettre à ce jeu-là, à cet exercice où un citoyen lambda, un citoyen du monde l'interpelle sur des questions qui concernent son pays. Et là, c'est magnifique. Ah là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. L'image, elle est bonne. Et elle respecte les droits humains. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà un chef d'État. Voilà, c'est comme ça se fait. Et ça, on sent le goût de la démocratie. Alors, bravo à la démocratie. Partout où elle est enracinée, elle est ancrée. Et les fruits sont magnifiques, comme le monde entier l'a vu avec cette interpellation des Togolais vivant au Canada. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'image a été piquée sur le net, d'où la qualité qui est un peu défaillante. Oui, donc, mais une réponse très diplomatique d'Emmanuel Macron. Oh non, ce n'est pas la première fois que Emmanuel Macron se prononce sur le problème togolais. Il avait déjà dit qu'il faut que les Togolais aillent aux élections libres et transparentes. Donc il faut renforcer les institutions qui sont impliquées dans l'organisation des élections. Il faut de l'alternance, il a dit. Mais là aussi, c'est ce qu'il faut conclure, enfin, ce qu'il faut déduire, c'est que moi je ne suis plus pour cette démarche où il faut demander, il faut solliciter l'intervention de la France. Hein. Loin de là, moi je ne suis plus dans ce genre de choses, la France ou l'Angleterre ou les États-Unis. C'est vrai quand même que nous sommes dans un village planétaire, mais on ne va pas demander à la France de venir régler les problèmes en Afrique. Ça c'est fini. La France est un pays de 500. Donc vous êtes d'accord avec le président français quand il dit que la période où la France pouvait dire aux dirigeants africains de dégager... Ils l'ont déjà dit, Sarkozy l'a dit, Hollande l'a dit, il le dit, mais sur le terrain, en application, on ne le voit pas. On le voit pas. C'est qu'il y a des réseaux obscurs, hein, des réseaux, comment on l'appelle, discrets, des cellules africaines qui sont à l'Élysée, voilà, qui gèrent, qui tirent les ficelles. Ça, c'est juste sur... on l'a vu publiquement, souterrainement. En dessous, il y a beaucoup de choses où la France continue de soutenir les pays. Mais toutefois, ça ne doit pas dédouaner la France quand il y a un pays où les droits de l'homme sont violés, quand il y a un pays où la démocratie vacille et que les gens ne veulent pas partir, les gens ne veulent pas respecter les mandats. En Afrique, je parle généralement de l'Afrique, je crois que la France a droit d'intervenir. Les États-Unis, parce que nous sommes dans un monde, il y a les Nations Unies, qui rassemblent presque tous les pays du monde. Donc, je crois que sa réponse, c'est vrai, c'est diplomatique, mais dans quel cadre il faut organiser les élections au Togo, c'est ça, puisque les élections qui ont été déjà organisées ont été toujours contestées. Je dis ont été toujours contestées. Pardon, comment faut-il le faire maintenant? Et surtout quand on le demande si le président Faure doit faire un 4e mandat, bon, il n'a pas pu répondre, il a parlé de la souveraineté du peuple. Bon, donc, c'est dire que on sait que la France continue par tirer les ficelles dans les pays francophones. Hein. C'est la France qui dicte toujours sa loi, même si il veut se départir de ses prédécesseurs qui l'ont dit. Et les paroles, il y en a, mais c'est au niveau des actes que le problème se pose. Donc,
il ne pouvait pas dire quand même publiquement qu'il dit ouais, président Faure Gnassingbé doit quitter, il ne pouvait pas le dire. Il y a quand même ce respect mutuel en tant que chef d'État. Donc c'est dire que l'image, au fait en soi, est une très bonne image qui reflète quand même la physionomie de la démocratie dans ces pays où les citoyens sont libres de s'exprimer devant le chef d'État. Donc que ça serve de leçon aux pays africains. Le président Macron recommande la voie constitutionnelle alors que l'opposition dans les rues dit sans réforme, pas d'élection. Mais bon, cette semaine, c'est pourquoi l'opposition est dans les rues, mais les manifestations ont été étouffées par le déversement des forces de l'ordre dans les recoins de la capitale. La cause, l'opposition doit respecter l'itinéraire imposé par le ministre de l'administration territoriale. Votre lecture par rapport à ce fait? Non, mais si la France recommande la voie constitutionnelle, c'est-à-dire on ne peut pas, en démocratie, on ne peut pas parvenir au pouvoir sans les urnes, ça c'est normal. Les élections sont des périodes d'expression des citoyens pour se mettre d'accord, pour choisir leur président ou bien leurs députés ou bien leurs élus locaux, leurs dirigeants, en bref. Bon, donc c'est pour dire que ce qui se passe ces derniers jours, les itinéraires sont imposés à la C14, en fait, relève d'une manière de faire pour dire tacitement, enfin, pour dire d'une manière indirecte que nous interdisons, c'est-à-dire le pouvoir veut interdire les manifestations, mais bon, n'ayant pas les moyens, bon, donc on impose les itinéraires, ce qui semble être contraire à la loi de 16 mai 2011, communément appelée la loi Bojona. Bon, donc là, il y a de périls dans la demeure. Il va falloir que le gouvernement revoie sa copie pour que le Togo ne soit plus, le Togo ne retrograde pas en matière. Nous avons fait quand même un saut avec les manifestations en respectant la loi de 16 mai 2011, mais ces derniers jours, on entend de voir que l'imposition des itinéraires pose problème parce que souvent ça a été discuté de commun accord entre le pouvoir, entre le gouvernement et l'opposition pour pouvoir se mettre d'accord sur les itinéraires. Mais le fait de leur imposer, et surtout que quand on nous dit qu'il y a une partie des Togolais, parce que les rues déjà empruntées, les riverains ont porté plainte. Alors maintenant, là où on va au niveau de Baie et autres, il y a aussi des Togolais, c'est des Togolais qui sont de l'autre côté. Bon, donc ça c'est comme si on dit, bon, nous, la zone interdite, enfin interdite est notre fief. L'autre zone, là, c'est une manière une discrimination, c'est comme si on est en train de diviser les populations. Parce que ceux-là aussi vont souffrir. Si réellement les riverains ont porté plainte, les autres aussi vont porter plainte. Et si jamais les autres portent plainte, donc on va les envoyer à Vepozo, on va les amener ailleurs, à Névo, ou bien jusqu'au Bénin, jusqu'à la frontière. Donc c'est de cette manière qu'ils voient la chose. Mais l'autre aspect aussi, vous savez, dès le premier jour de la manifestation de la semaine, on a vu les forces de sécurité un peu partout, qui sont dans tous les recoins de la ville. Et ça va être difficile parce que comment convoyer des manifestants, d'Adido Gomé vers Baie, d'Agoué vers Baie, alors qu'il y a des forces de sécurité un peu partout. Alors comment ça va se passer? C'est par groupe, individuellement et en tenue? Mais ils ne peuvent pas passer. Ils ne peuvent jamais passer ces cordons-là. Ils vont être en groupe, ils ne peuvent jamais passer. Ce n'est pas possible. Donc c'est déjà, vous voyez déjà, c'est un piège. Il y a une interdiction qui ne dit pas son nom. Oui, mais regardez là, je dis d'Adido Gomé, des gens en tenue, PNP et autres, et ANC, en groupe. Mais on ne peut pas, c'est comme si, on va leur dire, c'est comme s'ils sont en train de, ils veulent manifester. Pourtant, ils vont à un autre point de départ qui est accepté par le gouvernement. Donc, quand on fait cette analyse-là, on finit pas de dire que le gouvernement, d'une manière malicieuse, d'une manière malicieuse, c'est ce que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est ce que nous sommes en train de voir, et ça met en péril notre démocratie. Donc, une fois encore, nous demandons au gouvernement de laisser les gens manifester et de les encadrer. Vous savez, quand une manifestation n'est pas interdite, ou bien n'est pas semi-interdite, n'est pas semi-interdite, il n'y a jamais de comment on l'appelle, de grabuge et autres. Mais c'est quand on dit c'est interdit qu'il y a des courses-poursuites et même des comportements anormaux. Donc, une fois encore, le gouvernement a le devoir
d'encadrer les manifestants pour qu'il n'y ait pas eu de déviation. Donc ce que nous voyons, ça commence pas à préoccuper, ça inquiète. En tant que défenseur, je le dis en tant que défenseur, je ne le dis pas contre qui que ce soit, mais je le dis en fonction des principes démocratiques qu'on doit respecter. Donc une fois encore, le gouvernement est interpellé à faire de telle sorte que la liberté de manifestation qui est constitutionnelle soit respectée. C'est un droit constitutionnel. Alors que la loi Boudjouna organise la manifestation, qu'en est-il vraiment de cette loi aujourd'hui? La loi Boudjouna, depuis, vous savez, là, la loi Boudjouna est en train de souffrir en matière d'application. Et ça, comme je l'ai dit, ça préoccupe, ça inquiète. Là, c'est comme si on veut finir avec cette loi. D'abord, il y a des voix même. Il y a des voix dans la société civile, dans certaines associations de la société civile demandant à réformer la loi Boudjouna. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent en faire concrètement. Donc quand vous les voyez, vous savez de quelle couleur ces associations sont, qui demandent qu'on réforme la loi Boudjouna. Là, c'est un danger, parce que cette loi-là... Que dit vraiment la loi Boudjouna? La loi Boudjouna, la loi du 11 mai 2011. La loi Boudjouna organise la liberté de manifestation. Et cette liberté fait de telle sorte que des jours ouvrables, les manifestations sont acceptées les jours ouvrables, ce qui n'était pas le cas à l'époque où les manifestations c'était le week-end. Aujourd'hui, de lundi à vendredi, on peut manifester de même que le week-end. Et cela fait que notre pays a connu des avancées en la matière, parce que il y a la liberté, c'est organisé de telle sorte que on sent quand même qu'une liberté est conquise. Mais avec cette allure-là, ça pose sérieux problème. Quand il s'agit de manifestations, c'est de commun accord que le gouvernement et les organisateurs se concertent pour définir des itinéraires, mais pas les imposer. Bon, quand on vous impose, on dit il n'y a rien à dire. Je crois que là, c'est le pouvoir politique qui rentre dedans, c'est le parti politique qui rentre dedans, et ça met mal à notre administration et notre constitution. Est-ce que cela dit il faut un accord avant la manifestation, bien c'est un régime d'information? Donc c'est un régime d'information, justement, vous l'avez bien fait de le rappeler. C'est un régime d'information, vous informez, et les autorités prennent acte, ou bien s'il y a des propositions à faire, les deux parties, bien sûr, le gouvernement, l'autorité vous invite, les organisateurs, à échanger sur la faisabilité de la chose et sur les itinéraires à être admis de commun accord. Donc, ce n'est plus un régime d'autorisation, comme ce fut le cas entre-temps. Donc, depuis 2011, c'est un régime d'information. On informe, on dit, mais voilà, nous venons vous informer de manifestations sur les itinéraires, tant, ainsi de suite, et il revient à l'autorité de faire des recommandations. Alors, toutefois aussi, il faut aussi dire que quand les organisateurs ne se sentent pas concernés, ne se retrouvent pas dans les propositions, dans les recommandations de l'autorité, les organisateurs peuvent saisir le tribunal administratif. Donc il y a une voie de recours. Mais cela n'est pas exploité par l'opposition. Depuis là, je vois mal pourquoi l'opposition n'exploite pas cette voie de recours. Saisir le tribunal administratif pour lui dire que, écoutez, nous ne sommes pas d'accord de ces recommandations et que nous saisissons le tribunal administratif pour tout faire utile. Mais depuis là, l'opposition ne l'a jamais fait. Est-ce qu'ils savent qu'ils ont cette voie? Non, mais comment? Est-ce que moi, non, mais c'est des grands hommes politiques. C'est des grands hommes. Ils savent qu'il y a une voie de recours. J'attends voir l'opposition sur ce terrain-là, avec un recours, pour voir ce que le tribunal administratif a dit. Et là, ils vont comptabiliser pour l'histoire. Mais en ne le faisant pas, on veut toujours aller au bras de fer, avec le pouvoir. Non, je ne crois pas que ce n'est pas la meilleure manière. Même d'autres estiment que le pouvoir, l'opposition pouvait accepter d'aller manifester de l'autre côté pour mobiliser tant de monde. Bon, ça aussi, c'est discutable, on peut en discuter. Mais quel est le but de la manifestation? C'est pour prouver qu'il y a la population derrière soi? Non, ce n'est pas seulement pour prouver qu'il y a la population, parce que si tel est le cas, les gens peuvent, si on vous dégage jusqu'au niveau d'Avepozo, vous manifestez. Au Bénin, vous allez manifester. On ne sent rien. Non, c'est-à-dire on ne manifeste pas juste pour caresser. On ne manifeste pas. L'opposition, on n'a jamais demandé pour caresser. Donc c'est pour prouver qu'effectivement qu'il y a un besoin. Mais s'il faut le faire dans un coin qui n'est pas visible,
qui n'est pas visible comme les points à Goué, à Didogomé, en allant, tout ça là, qui sont au cœur de la ville. Vous voyez, c'est ça même le problème. Le problème aujourd'hui, c'est le problème de positionnement géographique. Géographique, je crois que c'est ce que les deux parties se réclament. Donc, c'est pour dire une fois d'accord à l'opposition de saisir la voie de recours, qui est très importante. C'est ce que les tests prévoient. Il le faut pour qu'on puisse voir ce que le tribunal administratif a dit. Mais au début, le gouvernement disait que les marches ne faisaient rien à l'État, mais contradictoirement, ils reviennent pour dire que l'économie en souffre. Non, l'économie en souffre depuis les premiers jours. Il y a des estimations, hein, on dit des millions qui se volatilisent, qui sont perdus chaque manifestation. Et s'il faut le faire 3 jours dans la semaine ou 4 jours toute une semaine, vous imaginez ce que ça peut donner. Donc les manifestations ont toujours eu des coups, hein, ont toujours gêné, et cela, même ce qui a poussé le gouvernement à réduire son budget, hein, le conseil budgétaire. Lors de l'avant-dernière session. Conseil des ministres. Conseil des ministres. Donc ce qui veut dire que déjà les manifestations ont poussé, ont creusé des trous au niveau de l'administration, au niveau des finances, au niveau de l'économie. Et il faut aujourd'hui parier à cela avec ce collectif budgétaire. Donc, c'est pour dire que si tel n'est pas le cas, le gouvernement ne se serait pas très décidé, déterminé à empêcher l'opposition à marcher sur les itinéraires habituels. Donc, c'est dire que ça fait très mal les manifestations. Alors que des bras de fer se tiennent entre l'opposition et le gouvernement dans la rue, la poursuite et la fin du dialogue demeurent un mystère. À quand la fin de cette crise? Non, à quand la fin de cette crise? La fin de cette crise dépendra de la bonne volonté de tous les acteurs, y compris l'opposition comme le pouvoir. Et c'est vrai quand même que le pouvoir a plus de marge de manœuvre, hein, de pouvoir sortir le Togo de la crise, parce que le président Faure avait dit entre-temps au congrès de Thiévié, de l'UNIR à Thiévié, que les solutions se trouvent à l'UNI. Donc ils savent que c'est eux qui ont la solution. Mais peut-être que c'est en tant que bon père. Il faut d'abord se responsabiliser avant de juger les autres. Pour avoir dit ça, nous, on le félicite pour l'avoir dit, que les solutions se trouvent à l'UNI. Maintenant, nous voulons voir les solutions. C'est tout ce qu'on veut. Il faut poser les actes. Il faut poser les actes. Il a reconnu que c'est à l'UNI de trouver les solutions. Et ça, tout le monde en sait. Et ces solutions-là ne peuvent que venir de la bonne volonté du pouvoir dont le parti est l'UNI. Bon, donc, l'opposition fait ce qu'elle veut, mais aussi, à un certain moment, il faut que l'opposition aussi lâche. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le retour à la C92 est compilé dans 5 principaux articles finalement. Et ça aussi, c'est à saluer. Maintenant, le dialogue, quand l'ouverture, il y a eu la commission de la CEDEAO qui était dernièrement là, qui a discuté avec les deux partis, ce qui était une bonne chose. Maintenant, la question de savoir est-ce que la manifestation de cette semaine, elle était encore opportune, c'est la question. Moi, je suis de la société civile, il faut que je me pose cette question. Oui, vraiment. Puisqu'on vous venez d'être écouté par la commission de la CEDEAO. Et rapidement, vous appelez encore le peuple. Et on attend la synthèse pour se retrouver avant la rencontre, la réunion d'Abuja. Je ne suis pas en train de voir l'opportunité de lancer des manifestations. Mais pasteur, l'opportunité y est, juste parce qu'aujourd'hui, après la rencontre, ils ne savent même plus à quand sera notre rencontre. La pression. Donc, il faudrait faire la pression. Oui, c'est vrai, il faut faire la pression. Mais il faut faire la pression, mais quand même, il faut quand même avoir cette morale pour dire, écoutez, nous allons laisser au moins une semaine pour voir ce qui va être dit, et puis après, on va manifester. C'est évident, mais le début du dialogue, c'était pour 10 jours, mais on est déjà à 4 mois. Oui, les 10 jours, nous on avait compris les 10 jours comme 10 séances, 10 jours de séance, pas 10 jours de durée. Donc alors on risque d'aller en 2020. Sinon on a seulement fait 4 jours de séance. 4 jours de séance. Oui. Sinon, il reste y a 4 rencontres. Il y a 4 rencontres. 6 rencontres pour dire 10 jours de rencontres. Bon, donc, mais ça fait mal que le Togo se retrouve toujours dans ce statu quo où personne ne sait l'issue. Même si personne ne sait l'issue, moi je sais que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, connaît l'issue. Quel que soit ce que les uns et les autres peuvent faire, Dieu a le dernier mot. Quand on le dit, les gens disent de ne pas faire mention de Dieu en politique. Moi, je dis, moi je suis pasteur. La politique, c'est comment gérer la nation, c'est comment gérer les hommes. Et Dieu n'est pas en marge de cela. Dieu n'est pas hors de la gestion des affaires des hommes parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père, il est tout pour nous. Bon, donc,
il faut quand même un sursaut d'orgueil à tous les acteurs politiques, l'opposition et le pouvoir y compris, pour que nous puissions sortir de l'ornière. Parce que ça dure, et quand ça dure comme ça, personne ne sait comment cela va finir. Bon, l'opposition pense avoir fait tant de sacrifices. Au sacrifice, bon, on nous l'a dit, on a fait tant de sacrifices. Je crois quand même que l'opposition, c'est vrai, a fait de consensus. Le pouvoir aussi de son côté dit qu'il a fait de consensus, même si on ne le voit pas en termes de quantité. Mais ce qu'il faut dire, c'est que on a affaire avec deux partis qui visiblement ne sont tendus sur sa position, campés sur leur position, et c'est ce qui est dangereux pour eux. De toutes les façons, nous ne continuons pas à croire que le bon sens va finalement l'emporter sur les intérêts personnels, les intérêts individuels. Aujourd'hui, c'est comme si un parti veut avoir le dessus sur l'autre. Non, si tel est le cas, c'est dangereux. Pour nous, aujourd'hui, il faut une décision qui puisse satisfaire tout le peuple togolais. Aucun parti ne sera vainqueur, aucun parti ne sera vaincu. Que le peuple togolais puisse se retrouver dans les décisions à venir pour une sortie de crise. Donc vous rejoignez un peu les centristes qui pensent qu'il faut joindre ensemble les deux propositions, celle de la C14 et celle du gouvernement, pour en sortir une nouvelle constitution. Oui, bon, s'il faut parler d'une nouvelle constitution, même si nous on n'en est pas là. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, la constitution qui est là, s'il faut l'amender, il faut voir ce qu'il faut principalement pour consolider la démocratie. Avec le temps, on pourra voir éventuellement, on pourra éclore ces propositions-là, ces amendements pour en faire une nouvelle constitution si tant est le souhait du peuple togolais. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les réformes institutionnelles et constitutionnelles soient faites, et que s'il faut aller aux élections, il faut qu'on aille aux élections. C'est très important aussi, mais il faut que les réformes soient faites et qu'on est sûr que les élections seront transparentes, libres et démocratiques. Et quand les Togolais vont s'exprimer, leurs voix seront comptabilisées pour toute fin utile. Et s'il faut, bon, vous avez à votre disposition tout à l'heure une baguette magique pour trouver la solution à la crise togolaise, quel serait ce vœu? Non, mon vœu, moi, c'est que quand vous prenez l'opposition comme le pouvoir, j'ai toujours cru entendre le nom de Dieu. Je ne sais pas si c'est le Dieu que moi je sais, qui est un Dieu d'amour, un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Je ne sais pas si c'est le même Dieu. Si c'est le même Dieu, tout ce que je peux leur demander, c'est que personne ne peut prononcer le nom de Dieu et faire encore du mal. Personne ne peut prononcer le nom de Dieu et tuer encore les autres. Personne ne peut prononcer le nom de Dieu et voler encore les biens de l'État. Personne ne peut dire le nom de Dieu et vouloir s'approprier des richesses qui sont pour toute une population. Donc, si réellement c'est mon Dieu, le Dieu que je connais, qu'ils invoquent, il va falloir qu'ils changent et qu'ils se repentissent, et qu'en face d'eux, ils puissent se parler, et que le peuple togolais puisse sortir de cette ornière. Donc c'est tout ce que moi j'ai à dire, c'est de ne pas invoquer le nom de Dieu, mais faire autre chose. Avant de quitter l'actualité togolaise, cette semaine, le chef de l'État a fêté ses 52 ans. Joyeux anniversaire au président. Joyeux anniversaire au président. Et les souhaits? Joyeux anniversaire au président. Tout ce que je peux souhaiter à mon très cher frère, le président, c'est qu'il regarde avec l'œil de Dieu la situation des Togolais. Les Togolais sont en train de souffrir. Quand vous regardez, nous de la société civile, on regarde là dans la marmite des Togolais, on voit ce que les Togolais mangent par jour. Le repas, un seul repas, les gens n'arrivent pas à prendre un seul repas par jour. Et quand ils le prennent, c'est minable, c'est très pauvre. Et je crois que le chef de l'État, lui, il se serait en train de manger convenablement, comme cela. Je crois que le bon père, moi je me rappelle encore quand nous étions encore au village, chaque fois qu'il y a un petit repas, ma mère et mon père ne mangeaient pas. Ils nous donnent à manger. Ils se sacrifiaient. Je les voyais prendre de l'eau. Nous on mange, eux ils prennent de l'eau. Ils boivent avant pas. Ils disent vous mangez seulement. Je pense que ça c'est le bon père. Et c'est ce que je souhaiterais au président Faure. Hein. De laisser les Togolais manger, lui il va prendre de l'eau. Ah ben ça c'est un grand sacrifice ça. Oui mais c'est ça le rôle du père. Effectivement, nous allons quitter l'actualité dans notre pays pour aller au-delà de nos frontières. On va commencer par le Burundi, cet élément, et on revient. Pierre Nkurunziza déjoue tous les pronostics avec sa déclaration jeudi.
En tant que visionnaire du CNDD-FDD, nous informons les Burundais et la communauté internationale que nous n'irons pas à l'encontre de ce que nous avons promis. Mon mandat prendra fin en 2020. Je m'engage et je me prépare bien avec tout mon cœur, tout mon esprit et toutes mes forces de soutenir un nouveau président que nous allons voter en 2020. Ce discours a été lu par le président burundais devant plusieurs milliers de personnes, les autorités du pays et le corps diplomatique. L'autorité a à l'occasion rappelé avoir promis lors de son investiture en 2015 de ne pas chercher à se maintenir au pouvoir à l'issue de son 3e mandat. À ce propos, il assure en tant que guide du CNDD-FDD, parti au pouvoir, ne pas revenir sur sa parole. À le croire, la nouvelle constitution n'a pas été taillée sur mesure pour lui, comme le disent ses détracteurs. Le président burundais Pierre Nkurunziza a promulgué jeudi dans son palais de Gitega une nouvelle constitution controversée adoptée le 17 mai par référendum et qui lui ouvre la possibilité de rester au poste jusqu'en 2034. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis l'annonce de la candidature controversée de Nkurunziza à un 3e mandat en avril 2015. Le président Pierre Nkurunziza qui surpris pour le plus d'un, parce que la constitution, la nouvelle constitution lui donne le droit d'aller jusqu'à 2034, mais décidément il décide de ne plus y aller. Oui, Pierre Nkurunziza a été visité par l'Esprit de Dieu, parce que moi c'est un évangéliste, un pasteur, et au début tout le monde avait cru en lui, quand en 2005 il est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir en 2010, il a été aux élections. Et en 2015, il aurait fini son mandat, 2 mandats, selon l'accord d'Arusha de Tanzanie. Mais ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il a dit que le premier mandat n'était pas électif et que c'était pour lui le premier mandat et qui, de 2015 à 2020, il allait finir. Donc on a vu que ça a provoqué, ça a défrayé la chronique et beaucoup d'opposants, que ce soit des défenseurs des droits de l'homme, sont allés en exil. Et Burundi est isolé, est mis en quarantaine. Burundi est isolé et mis en quarantaine. La communauté internationale les avait lâchés. Même en Afrique, on ne sentait plus ces relations entre les pairs, jusqu'à ce qu'il organise son référendum la dernière fois, qui supprime le quinquennat pour le septennat. Donc, ce qui, pour la vie de tous, prolongerait le règne du tout-puissant Nkurunziza. Tout le monde le voit déjà en 2034. Oui. Vous savez, 2034, ce n'est pas 2024 non plus, hein, ce n'est pas 2020 d'ailleurs, parce que là, on n'est même pas encore en 2020 pour qu'on puisse parler de 2034. Et nous, dans une publication que nous avons faite tout dernièrement, je veux dire, quel Dieu adore Pierre Nkurunziza, quel Dieu il adore, parce qu'on ne peut pas adorer Dieu et laisser ses compatriotes mourir. Non. Chaque fois qu'on prononce le nom de Dieu, c'est l'amour. Ça ne doit pas tuer, ça ne doit pas permettre, ou bien ça ne doit pas provoquer tout ce que nous avons connu au Burundi. Donc nous l'avons vivement critiqué et nous avions demandé que le Saint-Esprit le visite. Nous avons demandé aussi que, sans pour autant lui faire des procès d'intention. Donc les gens lui ont prêté des intentions, comme quoi il va se représenter en 2020. Et je disais que, bon, loin de lui prêter des intentions, nous ne sommes pas encore en 2020 et voilà qu'il vient de se prendre. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que qu'il puisse honorer sa parole. Réellement, il puisse honorer sa parole et qu'il ne se dédise pas en 2020 pour dire qu'il va se présenter encore. Et c'est là où mais c'est possible, nous avons vu ça, il y avait des présidents africains. Non, c'est là où nous allons voir réellement si Pierre Nkurunziza adore le Dieu vivant. Parce qu'on ne peut pas se dédier comme ça. Il a dit publiquement. Et ce qu'il a fait, ça peut déjà lui ouvrir la voie à la communauté internationale, le retour des investisseurs. Même certainement, il pourra naturellement prendre une loi d'amnistie pour que les autres, tous les autres reviennent et qu'ensemble ils puissent J'allais poser cette question, qu'a-t-il lieu de faire pour que Nkurunziza ne change pas d'avis? Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'il faut plutôt accompagner Nkurunziza maintenant dans cette dynamique.
pour ne plus lui donner l'impression comme quoi après 2020, après le pouvoir, il sera poursuivi comme on a fait avec Yaya Jammeh. Yaya Jammeh, quand Adama Barrow disait qu'on va le poursuivre. Et rapidement, il a changé d'avis. Rapidement, il a changé d'avis. Donc qu'on ne fasse pas autant pour Pierre Nkurunziza. Il faut l'accompagner. La communauté doit l'accompagner et surtout lui faire chaque fois lui brandir sa parole pour dire vous avez dit qu'en 2020 c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes revenus, la coopération a repris et je crois qu'en le faisant ainsi ça va le consolider, ça va renforcer sa vision de la chose et le Burundi va se stabiliser. Donc il a déjoué, comme l'a dit le commentateur, l'a dit tout à l'heure, qu'il a déjoué tous les pronostics et d'ailleurs il a déjoué tous les pronostics. Et je crois quand même que cet homme là est imprévisible. On peut commencer par lui faire confiance, mais attention, les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Ils sont des animaux politiques. Vraiment. Ils peuvent changer à tout moment. Mais prions que Pierre Nkurunziza ne change pas et que réellement il soit un exemple pour les autres qui veulent s'éterniser au pouvoir. Vous savez, c'est devenu un sport favori de 5 ans, de quinquennat à septennat. C'est devenu un sport favori dans la région. Vous prenez le Rwanda, vous prenez l'Ouganda, vous prenez Congo, Brazzaville. Vous voyez déjà. Donc c'est toute la zone là. La constitution pour donc cela ne fait pas le sérieux de l'Afrique quand il faut toujours changer la constitution et l'article présidentiel, l'article du mandat avec qui est lié au mandat pour vouloir se prolonger et s'éterniser au pouvoir. Donc une fois encore, nous attendons de voir, nous allons continuer par prier. Mais son opposition doute toujours. Oui, mais c'est normal. L'opposition ne peut qu'en douter. Mais on va demander à cette opposition d'être responsable et d'œuvrer maintenant pour que en 2020, Pierre Nkurunziza se présente et que la démocratie puisse se consolider dans ce petit pays de l'Afrique centrale. Pasteur, bonne nouvelle pour le Congo démocratique et espérance pour la Côte d'Ivoire. C'est l'acquittement de Jean-Pierre Bemba par la CPI qui l'avait condamné en 2016 à 18 ans d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité. Oui, enfin, je crois que nous qui sommes contre la Cour pénale internationale, parce que nous avons estimé que la Cour pénale ne vise que les Africains. C'est vrai que les Africains, on aime faire trop de mal, on est enclin au mal. Mais vraiment, nous venons de le dire, si à chaque fois il faut changer la constitution pour demeurer à oui, mais quand même que la CPI a laissé des opportunités, a écrit des cas de crime, des cas de génocide, pourquoi pas, des cas de crimes de guerre, hein, avec Sarkozy en Libye, George Bush, tout ça là, comment on l'appelle, en Irak, tout ça là, on a vu. Hein, c'est des gens, il y a eu de bains de sang, il y a eu des morts, de massacres, et c'est sous l'instigation de ces chefs d'État. Mais la CPI ne s'est jamais prononcée. Avec ce qui se passe en Syrie, hein, vous savez, on a pris Gbagbo pour 3000 morts, la Syrie c'est plus de 300. Alors que Bachar el-Assad était toujours là, il est toujours là. Bien sûr, bon, donc, alors qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo c'est pour 3000 morts, mais il n'était même pas l'auteur. Quand on voit la rébellion dirigée à l'époque par Guillaume Soro de concert avec Alassane Ouattara. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une bonne nouvelle pour nous tous, parce que Jean-Pierre Bemba, c'est vrai, il a été un rebelle, c'est vrai, mais il a été vice-président de Congo démocratique. On ne pouvait pas l'embastiller comme ça et l'amener et qu'on le condamnait à 18 ans. Je crois que la Cour d'appel a bien fait d'annuler la décision du tribunal de première instance. Maintenant, quitte à voir quand est-ce qu'il va sortir de la prison, puisqu'on estime qu'il y a d'autres faits aussi qui lui sont reprochés, mais qui sont minimes par rapport à ce que la Cour vient d'abandonner comme les charges de crimes de guerre et autres, qui sont des crimes contre l'humanité. Donc, nous attendons voir très prochainement Jean-Pierre Bemba libre de tous ces mouvements et rentrer en RDC, parce que c'est une menace pour Kabila. Pour nous, c'est un digne fils d'Afrique, quoi qu'on le reproche, parce que vous savez, dans ce pays de RD Congo, qui est le grenier de l'Afrique, qui seul peut nourrir le continent Afrique de par ses richesses minières, mais qui est aujourd'hui très pauvre, et même il y a des parties de RDC qui ne sont pas contrôlées, qui sont sous le contrôle des rebelles. Donc, c'est dire que c'est un digne fils d'Afrique qui pourra rentrer au pays, même si il est une menace pour Kabila, parce que déjà on annonce, le MSC annonce déjà sa candidature pour les prochaines élections en décembre prochain. Ça va être une bonne nouvelle, parce que là, je crois quand même que tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Laurent Gbagbo puisse d'un jour à l'autre sortir. Est-ce possible? Est-ce qu'on peut voir aussi Laurent Gbagbo et Blé Goudé acquittés par cette même cour?
Mais qu'est-ce qu'on reproche à ces deux? Est-ce que c'est ils ont tué plus que Guillaume Soro et Ouattara? Non, on va voir du tout. Le monde entier sait que ça juste parce que Laurent Gbagbo dérangeait Sarkozy et les autres. C'est pourquoi on l'a embastillé. Tout le monde le sait. Charles Goudé, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vrai qu'il y a eu de morts, mais il y a eu de morts, c'est les deux parties. Là, c'est la justice des vainqueurs. Ce que nous appelons, c'est la justice des vainqueurs. Donc pour nous, Laurent Gbagbo, d'ailleurs, ce que je porte toujours dans mon cœur pour son africanisme, pour son panafricanisme, que je porte toujours dans mon cœur, j'estime quand même que nous voulons voir Laurent Gbagbo vivant, rentrer en Afrique vivant, et ça nous fera plaisir parce que pour nous, c'est un exemple, un héros de la défense des droits du peuple noir, du peuple africain, et vraiment vivement que Laurent Gbagbo revienne comme on est en train de le voir pour... Jean-Pierre Bemba libéré, Le Goudé libéré, Gbagbo libéré, la Cour pénale se remet en cause. Non, pourquoi se remettre? La Cour pénale, il faut d'abord porter plainte contre la Cour pénale parce que dès que les charges sont tombées, parce qu'elles ne sont plus justifiées, alors là, il faut réparer les torts, les préjudices. Il faut réparer les torts et les préjudices. Donc il faut que les intéressés portent plainte pour les avoir détenus. Déjà, l'autre fait 10 ans, Jean-Pierre Bemba, ça fait 10 ans, Laurent Gbagbo 7e année. Vous voyez que donc ils ont été détenus innocemment. Et ça, je crois que le reste reste à venir, s'il faut le dire. Hein. Le reste est à venir. Mais la procureure est toujours sur sa position. Quelle position? Il ne peut pas. Déjà, il y a 3 contre 2. Hein? Déjà, la majorité l'a déjà emporté. Donc, la procureure, elle ne pourra que ça remettre, elle ne pourra que mordre les doigts. Elle ne pourra que mordre les doigts. Pasteur, le temps se moque de tout ce qu'on fait sans lui pour dire que nous sommes arrivés un peu au terme de cette émission. Un mot de la fin. Non, mot de la fin, merci de nous avoir invités. Je crois que c'est la première fois que nous sommes à l'Actu 7 sur 7, c'est un plaisir. On a parlé de tout et de rien, on a parlé du Togo, on a parlé de l'Afrique. L'Afrique que j'aime tant, le continent que je chéris tant, parce que je veux voir l'Afrique au même niveau que les autres continents. Je veux voir l'Afrique au même niveau que les autres continents, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc il va falloir quand même que nous changeons nos mentalités et que nous soyons sérieux dans la gestion, dans la gouvernance démocratique qui aujourd'hui fait défaut dans les pays francophones surtout, parce qu'on voit quand même les pays anglophones, il y a du sérieux et les pays anglophones avancent, le respect des termes des mandats respectés, les élections sont libres et n'importe qui peut gagner des élections dans ces pays, ce qui n'est pas le cas dans les pays francophones. Donc une fois encore, je chéris le continent africain et au Togo pour dire que le Togo ne peut pas perdument demeurer dans la crise. La crise, rien que la crise, je crois qu'on n'en prend rien à ceux qui, à la génération à venir, parce qu'elle est en train de souffrir. Elle se demande pourquoi ils sont nés, cette génération-là dit pourquoi elle est née, parce que tout au long on ne voit que les mêmes choses, qui ne reflètent pas le genre humain. Donc une fois encore, il revient à tout le peuple togolais de se souder pour que la nouvelle aventure que nous voulons pour notre pays, que ça puisse permettre à ceux du Nord, à ceux du Sud, à ceux du Centre de vivre ensemble. Notre combat, c'est pour tout le peuple togolais, sans exclusion aucune. Nous n'avons pas tendance, vocation à exclure qui que ce soit de la gouvernance de ce pays, parce qu'il faut que tous les fils et toutes les filles se retrouvent pour gouverner ce pays. Je crois que Dieu aime bien le Togo, et le Togo ne va pas continuer à rester dans des problèmes. La solution, elle va venir certainement, et nous avons foi. Je tiens sincèrement à vous remercier personnellement pour votre disponibilité inouïe. Oh non, mais c'est un plaisir. Comme j'ai déjà dit, le devoir nous appelle quand il s'agit de partager les informations avec nos compatriotes, avec tous ceux qui nous suivent. Et je crois que nous n'avons pas le droit de rater ces genres d'opportunités. Merci également à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Vous pouvez également suivre cette émission via le réseau YouTube. Il suffit juste de télécharger. Allez sur YouTube et tapez Actu 7 sur 7. Vous allez voir les émissions précédentes et l'émission actuelle. Donc, merci à vous pour votre fidélité. Donc, il ne me reste que de vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Bon début de semaine à toutes et à tous. Merci.